Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Ce match, pour le Barça, c'est une forme de claque, et vous comprendrez bien le terme. C'est un échec sportif, un coaching brutal, une rotation qui a fait du mal à la bonne lancée du club, à la bonne lancée de l'effectif, à la bonne lancée des résultats. C'est une deuxième défaite sur un début de saison. C'est pas bon pour un club, mais c'est aussi une rotation que j'ai presque envie de dire obligatoire. Comprenez bien ce que je vais dire. C'est une rotation qui est presque obligatoire parce que et beaucoup de gens ont du mal à le cerner, mais malheureusement c'est triste, mais c'est la réalité. Les coachs actuellement n'ont pas le choix parce que, et vous le voyez avec les blessures, etc., on est dans une ère où le football s'intensifie déjà sur le terrain, mais au-delà de ça, les matchs sont de plus en plus proches et il y a un nombre de matchs beaucoup plus élevé. Donc bien sûr que quand dans ce match-là, par exemple, tu fais sortir Lewandowski, alors que tu perds au score, tu te dis ouais mais le temps de jeu il est limite prédéfini. Tu sais que si tu es en difficulté, Yamal et Rafinha rentreront. Si tu gagnes, peut-être qu'ils rentreront pour avoir un petit peu de temps de jeu avant la Ligue des Champions, que tu as perdu en premier match. Donc dès maintenant, tu es aussi sous pression dans la Ligue des Champions, dans le sens où il faut vite un petit peu, il faut aller aussi chercher des points. Et donc c'est là où je vous dis que tu es dans l'obligation de faire de la rotation. Une rotation dans un club où il y a déjà beaucoup de blessés, où De Jong n'est pas là, Gavi n'est pas là. T'as fait tourner tes éléments, t'as voulu faire jouer ton numéro 9, au final, bon... Bref, on va quand même féliciter Osasuna. Osasuna qui a fait vraiment un gros match. Plus le temps passe, plus les équipes se rendent compte quand même qu'il y a possibilité d'avoir des occasions en passant par le dos de la défense. Le Barça de Flick, c'est vraiment un Barça qui veut mettre la pression très très haute. Avec des joueurs expérimentés, il y a une cohérence, parce que ce genre de football demande de la précision, de la cohérence, de l'entente. Le Real, je vous le dis à chaque fois, c'est un club qui a du mal à presser, parce qu'ils ne pressent pas collectivement, c'est les premières lignes qui pressent, et derrière, ils ont du mal à vraiment être haut. Parce que c'est très risqué, un pressing haut. Une équipe qui joue haute, tu peux te faire tuer. On l'avait avec le Bayern à certains moments contre le PSG en Ligue des Champions. On le voit avec le Barça actuel où, dans le dos, les joueurs rapides, je me demande s'ils vont jouer comme ça contre le Real ou pas, mais vraiment, c'est un questionnement que j'ai. Je me demande s'ils vont jouer comme ça contre le Real. Donc là, tu te retrouves avec l'absence d'Inigo Martinez, Araujo n'est toujours pas de retour. T'as Ferran Torres devant à droite, t'as Pau Victor à gauche. Certes, c'est des joueurs qui vont apporter en tant que remplaçants et tout. Mais être titulaire en Liga, à l'extérieur, à Osasuna, alors que quand t'es le Barça là, tu ne dois pas gâcher ton début de saison. Tu ne dois pas donner l'opportunité au Real. Et vous me connaissez comment je suis négatif dernièrement avec le Real sur le début de saison et tout. Alors, attention, on en est loin. Hein. Le Real n'a pas gagné. Et quand le Barça te donne une opportunité, est-ce que le Real la saisit toujours ? On est d'accord. Donc attention, le Barça en première mi-temps, je sais pas s'ils font un tir, mais ils se font... En fait, tu sens totalement que s'il n'y a pas de changement, ce Barça en première mi-temps coule. Ils sont étouffés. La stratégie et la tactique d'Osasuna fonctionnent parfaitement. Le Barça, de son côté, alors oui, t'as des talents. Pedri, Lewandowski. Mais Lewandowski, je vous ai toujours dit, hein, et un attaquant à son âge, ça va être comme ça. Il sera bonifié ou il sera mis en difficulté. Bonifié quand autour de lui, il y aura une équipe qui sait faire la différence, et mis en difficulté quand... Enfin, je veux dire, à part s'il rate 3 face à face, globalement, il doit être servi, il doit avoir une équipe qui domine, une équipe qui le sert, qui le comprend, et
Et on a vu que l'équipe, quand elle allait bien, le mec était toujours là. Mais dans la difficulté, ça devient compliqué. Koundé qui, je trouve, sort quand même la tête de l'eau, encore une fois, mentalement. Pourtant, Koundé, sur son côté, comme je vous dis, c'est pas le mec le plus agile, c'est pas le mec qui prend de vitesse, c'est pas le mec qui dribble, c'est pas le mec qui fait les meilleurs centres. Mais son impact, sa volonté, sa présence, euh, ça fait de lui quand même quelqu'un qui ressort du match et qui fait souvent des choses soit décisives derrière, dans l'aspect défensif, soit offensivement. Honnêtement, je pensais vraiment que Flick il allait faire rentrer Yamal et Rafinha beaucoup plus tôt. Je me suis posé une question et j'ai vraiment douté pour Osasuna dès lors qu'il y a eu la boulette du gardien. Excès de confiance, euphorie. Je me suis dit, tiens, à ce moment-là, il y a de fortes chances que le Barça revienne. Et en fait, les joueurs que tu avais à ce moment-là, et surtout défensivement, et Omar, il a dit un truc hyper intéressant, c'est que Koubarsi, il est jeune, et une défense, ça c'est un truc qu'on dit toujours, hein. Une défense centrale, ça va de pair. Alors, j'ai plein d'exemples au Real Madrid, Samuel, pour ceux qui se rappellent, ensuite il va à l'Inter, il est incroyable, alors qu'au Real, c'était, je vais pas dire cata, mais les attentes étaient beaucoup plus grandes. Beaucoup de joueurs comme ça qui sont de grands défenseurs, si tu les mets pas dans une entente à 2 ou à 4, derrière, on dirait qu'ils sont pas forts. Et le foot, c'est un sport collectif. C'est un sport qui marche en entente, qui marche en cohérence, et surtout dans la charnière défensive. Bon, on va quand même mettre en avant aussi Osasuna, qui a mis des beaux buts, qui a bougé ce Barça. Alors ce Barça-là, c'est pas le Barça complet. Tu mets Olmo, Rafinha, Lamine Yamal, et j'en passe dès le début, c'est pas le même Barça. Mais il faut comprendre que cette saison, tu ne peux pas jouer qu'avec un 11. Tu n'as pas le choix. Sinon, soit tu vas avoir des blessures, soit ton équipe va s'épuiser. T'es obligé, tu joues la Ligue des Champions, tu joues la Coupe, tu joues la Liga, et tous les autres trucs qui vont nous rajouter derrière, t'es dans l'obligation. Et peut-être que le point faible que le Barça va avoir cette saison, ça va être par rapport à ça. Cette rotation obligatoire. L'absence d'Olmo, hein, elle a quand même retiré beaucoup de choses, je trouve, dans la fluidité offensive et l'imprévisibilité de jeu offensif pour le Barça. Je trouve que depuis sa blessure, il y a eu une baisse de régime. Alors tu me diras, oui, tu retires des éléments offensifs, tu retires des éléments clés qui ont participé à mettre une équipe totalement huilée, etc. Pour le Barça, vivement le retour de Gavi, parce que cette rotation, elle va avoir besoin. Bientôt, le Barça va pouvoir récupérer Araujo, Gavi, De Jong, Olmo, là, parce qu'il est blessé, et ça peut être ça peut devenir toute une autre histoire. Mais c'est vrai que les Pau Victor, Ferran Torres, et tout plein d'autres joueurs de la Masia qui ont du talent doivent être, j'ai presque envie de dire, en minorité d'une certaine façon, quand tu mènes au score, quand tu les fais rentrer. Là, ça y est, c'est le niveau. T'es meilleur que Osasuna, normalement, le Barça. Mais t'es à l'extérieur, le faux pas peut venir. Quand t'as pas ta titulaire, globalement, c'est plus le même système de jeu. Et défensivement, le Barça, quand même, dès qu'une équipe met de la vitesse, de l'intensité, du jeu aérien, du physique, un petit peu comme Monaco, et de la volonté, derrière, c'est quand même en danger. Et c'était pas l'équipe 3, c'était pas l'équipe totalement en rotation contre Monaco. Même si il y a toujours une part de rotation avec les blessures. Je m'attendais quand même qu'avec l'entrée de Yamal et de Rafinha, Osasuna flanche. Alors ils ont flanché à un moment sur une erreur du gardien, mais derrière, pas assez de concentration. C'est-à-dire que Lamine Yamal, il met un excellent but. Et encore une fois, qui nous montre la palette du joueur. Talent hors norme, un joueur incroyable. Mais de l'autre côté, il perd une balle. Ça me rappelle un peu Güler, ce qui s'est passé, ce que je lui ai reproché lors du dernier match du Real, dans son entrée en jeu. Alors, c'était pas dans le même sens. D'un côté, c'était l'excès d'euphorie de mener et de croire que tout était déjà gagné. Et de l'autre côté, là, c'était ne pas se soucier du mauvais choix. Ne pas se soucier du mauvais choix, étant donné que le match est déjà presque mort. Et cette action de Yamal, où il perd la balle et derrière il y a but, ça, faut qu'il fasse attention. Faut qu'il fasse attention parce qu'au très haut niveau,
Alors il a 17 ans, malgré qu'aujourd'hui déjà il postule déjà en tant que top joueur mondial de fou, il continue d'apprendre. Il ne faut pas oublier qu'il a 17 ans. Il va avoir des erreurs d'un gars de 17 ans parfois. Et c'est là où, dans ce match, dans son entrée en jeu, on a les deux parties. Le jeune de 17 ans dans sa paire de balles qui mène au but derrière, et de l'autre côté, son but de fou, quoi. On va parler du gardien aussi. Le gardien du Barça, là, depuis l'absence de Ter Stegen, hein, c'est compliqué. Hein. Il y a Chesney qui va donc venir au Barça. Et vivement pour eux, parce que Ter Stegen, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il fait quand même partie des meilleurs gardiens. Oui, on peut aussi revenir sur certaines décisions de l'arbitre. Pour moi, c'est pas l'arbitre qui chamboule le match, mais moi je parlerai pas de la semelle. Je pense que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre un truc, et ce truc-là donne raison, parce que regardez depuis le début de saison, ce qui s'était passé avec Koundé, en fait les gens ne comprennent pas qu'il y a semelle et semelle. Si je dégage le ballon, et après mon pied il atterrit sur ton pied, quelque chose totalement involontaire, et l'intention était le ballon, et c'est le ballon que j'ai eu. En soi, c'est comme un tacle quand tu emmènes le ballon, et derrière, boum, tu touches le joueur. C'est rarement faute. Sauf si t'arrives pas derrière. Ce qui s'était passé avec Courtois, il dégage la balle, et ensuite le joueur il arrive, et il y a un contact. C'est pas sifflé. Dans ce match-là, le joueur récupère la balle, et met le pied sur le joueur, c'est pas sifflé. Donc il faut essayer de comprendre. Je sais que, bon, là, ça va être dur à entendre, parce que dans les matchs comme ça, il y a beaucoup d'émotions, mais la semelle où il y a semelle comme ça, seulement, c'est faute. La semelle où le ballon est dégagé et il y a un contact derrière, que ce soit semelle ou autre, c'est pas toujours sifflé. C'est vraiment faire cette distinction. Après, sur Yamal, logiquement, il y a faute. Sur Yamal, il y a... Je sais pas si c'était dans la zone ou pas, mais quoi qu'il arrive, il y a faute. Mais globalement, ce match, le Barça, peut s'en vouloir qu'à soi-même, mais aussi au calendrier. Parce que Flick, il part d'un principe, il ne faut pas oublier qu'il a préparé un plan. Et ce plan prend en compte la Ligue des Champions qui arrive, parce que la Ligue des Champions aussi, c'est important. Donc, tel nombre de temps de jeu pour tel joueur, ensuite c'est du repos. Entrée en jeu de certains joueurs qui étaient censés se reposer, etc., etc. Donc le calendrier met une claque aussi au club. Et ça peut mettre en difficulté beaucoup de clubs cette saison, entre les blessures, et j'en passe. Donc voilà, le Barça prend 4-2, hein, c'est quand même... Mais ils font quand même 2 défaites en début de saison, là, et la saison commence vraiment. C'est là où tu es mis en difficulté psychologiquement, t'es plus dans ton euphorie de ça y est. Et c'est là où je me posais la question, rappelez-vous, à la première chute, qu'est-ce qui va se passer? Et les blessés, ça part, ça vient, ça part, ça part. Il va y en avoir d'autres. Et est-ce qu'il y en aura qui vont revenir et qui vont reprendre C'est ça qui est compliqué. C'est que tu te dis, ouais, le Barça, s'ils ont leur équipe, logiquement, ils gagnent. Mais on est dans un foot actuel où t'es presque à voir. C'est un luxe de jouer avec tes joueurs aujourd'hui. Ton 11, c'est un luxe de jouer avec ton 11. T'es même pas assuré de l'avoir 3 fois de suite dans la saison. Et ça, on peut en vouloir au foot moderne, qui amène une intensité sur le terrain et un nombre de matchs surélevé. Et c'est les joueurs qui le disent. Donc c'est un faux pas du Barça. Maintenant, demain, le Real joue contre l'Atlético de Madrid, les gars. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que le Real n'a pas le droit à l'erreur. Parce que là, tout est relancé si le Real gagne demain. Mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Hein. Franchement, ça va être chaud bouillant. Et ça m'étonnerait pas. Alors là, la séquence, on va la reprendre. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'après le faux pas du Barça, le Real se comporte en petit frère. Ils ont perdu. Oh on va faire un faux pas. Là, je pèterai les plombs. Je peux pas crier. Il y a des gens qui dorment. Mais je pèterai les plombs quand même. Donc on se tient au jus de main pour la folie qui nous attend. Et le faux pas du Barça, qui leur fait perdre 3 points. 3 points, c'était inattendu. Après, c'est des points perdus parce que le calendrier l'impose. Et ça doit faire mal aux supporters du Barça. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.